Jacques Barsoni, je vous le présente un peu plus à fond. Il est médecin généraliste, oui. Médecin généraliste addictologue. Alors je ne sais pas du tout s'il va aimer que je l'appelle addictologue, il vous dira. En tout cas, il a été en 1990 avec le docteur Carpentier à Toulouse, à Paris plutôt, et Jacques à Toulouse, un des premiers médecins généralistes à prendre le risque de prescrire des substances qui à l'époque étaient interdites, qui sont devenues légales en 1994. Mais dans les années où il prescrivait, il risquait 175 000 € d'amende et 5 ans de prison. Perpète. C'est ça, à peu près 175 000. Comme on était un réseau, c'était association de malfaiteurs, comme un certain machin, et donc c'était perpète. Voilà. Ah non, alors bon, ça s'est revu à la hausse, c'était perpète parce qu'il y avait association de malfaiteurs. Toute correspondance avec l'un n'a rien à voir. Ces risques, tu les as pris pour répondre d'abord à ton serment d'Hippocrate, en tout cas comment toi tu le vivais, et aussi à partir d'une lecture assez personnelle de la question des addictions, qui à l'époque ne s'appelait pas l'addictologie, s'appelait la toxicomanie, c'est ce que nous a expliqué Guillaume dans cette évolution. Et d'ailleurs ça a donné lieu à un très très beau film, malheureusement il n'est pas facile à trouver, pas facile à voir, mais si vous avez l'occasion... surtout ne passez pas à côté, c'est une très belle histoire et surtout parce qu'elle raconte ta rencontre avec les usagers dans un rapport très intersubjectif qui t'a engagé depuis le début de cette aventure. Voilà, et de fait, alors, je sais pas, je vais te poser une question, on verra ce que tu en fais. Est-ce que les consommations... On va faire parler d'abord Elisabeth. Ah, d'accord. Bon. Et après... Voilà, donc... Vous la gardez pour tout à l'heure, la présentation. On la garde pour tout à l'heure. On la garde pour tout à l'heure. Du coup, je ne te pose pas la question, ça t'apprendra. Mais du coup, je vous présente Elisabeth, puisque Jacques a décidé que c'était Elisabeth. Moi, j'ai aucun problème. T'en as un, Guillaume ? Non, personne n'a de problème, vous non plus. Elisabeth, elle est psychologue clinicienne depuis de nombreuses années. C'est une des spécialistes en France du jeu de hasard et d'argent. Et elle est reconnue aussi pour la mise en place à l'hôpital Marmottan à Paris des consultations jeunes consommateurs. Parce qu'autant dire que dans cet hôpital, on était dans la clinique, comment on va dire, la clinique dans le dur de la clinique, et que les consultations pour les jeunes consommateurs, il a fallu qu'elles se battent pour les mettre en place. Elle y est vraiment arrivée quand elle a décidé de rejoindre Toulouse. Ils ne savaient plus comment faire tous. En tout cas, aujourd'hui, tu continues d'explorer, d'expérimenter dans le cadre du programme M-Paris, au plus près de tous ceux qui d'abord ne demandent rien. C'est la non-demande de l'adolescent, voilà. Et qui cherchent solitaires à contourner les espaces d'un univers un peu trop contraint pour eux. Voilà. Le bonheur peut-il passer par la rencontre ? Puisque c'est toi qui as le... Bonjour à tous. Merci Guillaume de nous avoir planté le décor de cette thématique qui est quand même un peu difficile. Moi, je vais prendre quelques minutes là pour un peu parler de cette position clinique, effectivement, puisque mon travail est essentiellement auprès des personnes, souvent en demande de soins, parfois sans demande de soins, comme tu le rappelais, Martine, et de ce travail de la rencontre, effectivement. Alors moi, je voulais juste reprendre 2-3 trucs comme ça, vite fait. Par rapport à toutes ces notions sur l'addiction, j'aime bien cette idée, en tous les cas, que celui qui est addict, il est périphérisé du centre de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'est plus au centre de sa vie, justement pour la diriger et pour y avoir son intention personnelle sur ce qu'il va faire. Ça, c'est un élément peut-être un peu repère quand, justement, vous vous interrogez sur vos propres consommations, comportements ou sur celles de votre entourage. Je crois que ça, c'est une image qui peut être assez parlante pour tout à chacun, pour essayer sur cette affaire-là. L'autre chose que je voulais dire juste vite fait en introduction, effectivement, c'est que, et par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est qu'effectivement, il y a une notion de moins-être ou de plus-être. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est de Spinoza, cette notion-là, mais il est effectif qu'on cherche
à briser nos soucis, comme dirait Freud, donc à sortir de l'état dans lequel on est et aller vers un plus-être. Mais le plus-être, parfois, c'est juste aller mieux, juste pouvoir passer sa journée, et c'était pas mal de le redire. Et enfin, je vais rappeler aussi qu'en travaillant auprès des plus jeunes, on travaille rarement, effectivement, avec un public qui a une demande, parce qu'il est dans ce qui a été décrit dans les anciens tableaux de la toxicomanie, dans ce qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire dans un moment où la consommation de produits ou l'adoption du comportement apporte plus de bénéfices dans un vécu subjectif, c'est-à-dire à sa propre hauteur dans son quotidien ordinaire, que de conséquences négatives. Et donc toute la difficulté, souvent pour vous qui êtes au contact de ces jeunes-là, c'est que dans ce moment-là, il n'y a pas de demande à propos du produit, voire le produit ou le comportement, c'est même la solution, et c'est une solution qui répond à beaucoup de problématiques différentes, c'est même une solution, et donc c'est difficile de la remettre en question, et ça fait souvent des acteurs de terrain, des témoins impuissants du processus qui est en train de s'installer. Voilà, je voulais juste rappeler ces deux, trois mots, mais avec Jacques, on avait une autre idée. Quand on s'est concertés tous les deux, nous aussi avec cette thématique bonheur et addiction, on s'est dit qu'on aimerait bien savoir, parce que l'addiction, ça va, d'accord, on a compris, on est des spécialistes, tout ça, machin, etc. Mais le bonheur, moi, perso, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'on en a tous une idée, et je pense, enfin, si on veut faire de ce moment quelque chose qui nous apporte à tous, ça serait intéressant que vous nous partagiez un peu c'est quoi pour vous cette question du bonheur. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on souhaitait commencer avec Jacques. C'est-à-dire vous donner la parole et que chacun puisse un peu nous parler de à quoi il associe avec cette question du bonheur. Donc ça va être à vous. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on aurait un autre micro? Parce que je voudrais que tout le monde puisse en profiter. Parce que ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que la question du bonheur, c'est une question subjective et personnelle, intime. Oui, en effet. Ce qui rend la définition difficile, c'est pour ça que Guillaume, il a été demandé à l'IA de lui pondre la définition. N'est-ce pas, Guillaume? Et hop, ils sont là. Non, il vient nous soutenir dans cette volonté d'échanger avec vous. Allez. C'était quelque part pour ça. Je dis que le bonheur, c'est quelque chose de très personnel et très subjectif. Enfin, si on demande à chacun d'entre nous de définir le bonheur, chacun va avoir une définition particulière. Et ça va essayer que de pas se définir le bonheur, ça me paraît très compliqué. Donc, voilà, c'est peut-être plus facile de définir le plaisir. Encore, je sais pas, mais ça me paraît du sens pour moi de définir le plaisir et le bonheur. Et encore, je pense que ça aussi, c'est... Mais... Salut, quand je... Ouais, moi, le mot du bonheur, en fait, ça me renvoie un peu à la définition tout à l'heure de l'IA, avec laquelle, en fait, enfin, ça m'étonne pas tant qu'il y a ça, mais avec laquelle, en fait, je suis pas du tout d'accord sur le fait que le bonheur, ça serait un état permanent. Et en fait, pour moi, cette définition-là, elle renvoie plus à une espèce de vision, à une injonction au bonheur social actuel, comme un peu publicitaire, marketing, et nous vendrait comme une vie réussie, ça serait un bonheur permanent, une espèce de jouissance totale, temps, et ça serait ça que des biens dans sa vie. Et du coup, quand je pense ça, je me dis que c'est pas étonnant que peut-être plusieurs personnes se sentent en échec par rapport à cette question de bonheur, puisque toujours un peu à côté, quoi, une espèce d'idéal jamais atteint,
Et du coup, dans cette espèce de frustration permanente, bon, je leur passe à te penser à le mot de bonheur actuel. Quelle idée en toi? Mais du coup, moi, je me faisais l'amour quand ce mariage, j'avais pensé au mot injonction. Et du coup, là, j'étais à l'escalier en train de mettre aussi en parallèle, du coup, quand il est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Et ce manque-là, du coup, est-ce qu'il est pas relié aussi, parce que la question du manque aussi dans le produit? Donc, voilà, je pensais à ça aussi. Bon, je rejoins concevoir le bonheur comme un état en permanence à la plénitude. C'est justement, je pense, une manière d'être dans l'insatisfaction, puisque on sait bien qu'on n'est jamais dans un état constant, et ainsi percevoir, attendre cela est une source en fait d'insatisfaction parce qu'on ne l'atteint jamais du compte. C'est bien. Alors je ne sais pas si je vais avancer vite, mais peut-être décomposer le mot bonheur. Peut-être que ça peut nous renvoyer à quelque chose de fugace, de ponctuel. Et peut-être ce qui est assez délicat par rapport à des jeux gens, c'est que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on constate après coup. Et que quand on est jeune, on ne sait pas si on a encore cette capacité à dire son vie bonheur. Okay. Peut-être une dimension expérimentale à ça. Oui, vous voulez parler? Et juste pour rajouter par démence, c'est un temps de jeu que je peux rencontrer aussi, savoir l'histoire de temps et de temporalité, c'est-à-dire le bonheur. Finalement, c'est quoi? C'est quand? Parce que c'est pas que la facilité d'avoir du contrôle sur sa vie, c'est-à-dire de ressentir, d'avoir conscience que là je fais ça, là je le sens comme cela. Voilà, c'est avoir prise en fait avec le temps de sa vie. La plupart des gens, des jeunes que je rencontre, qui ne peuvent pas mettre un cercle définant le bonheur. Ce sont souvent des jeunes en fait qui perdent autour de leur vie et qui ne réfléchissent plus en termes de cycle, qui ne peuvent pas faire un retour en arrière ou un bond en avant, qui ne peuvent pas faire des sauts quantiques. Voilà, c'est des personnes qui sont trop coincées à un endroit et qui finalement ne peuvent pas ressentir tout simplement aussi attendre. Elles sont un peu pas contrôlées ni à barrer la tête. Il faut pas que moi je me pose la question aussi du fait de. Enfin, moi personnellement, je sais quand je suis heureuse parce que je sais que. Enfin, parce que j'ai vécu des moments très compliqués et du coup, il y a le malheur que je sais ce que c'est le bonheur, quoi. Moi, la question qui m'intéressait, c'était. Vous entendez là, comme ça? Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était comment vous répondez à la question du type qui est malheureux qui prend des drogues, là. Je ne sais pas qui avait posé cette question. C'est vous? Non? Pour être un peu, pas pour être plus, pour être à la hauteur. C'est vous? Mais la question, c'est ça. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous êtes éducatrice? Eh bien, éduquez-le. Vous êtes adulte, vous avez des choses à dire. Eh oui, vous l'écoutez, puis après, quoi? Vous compatissez? Alors, les gens on essaie On de l'écoute. comprendre. Parce que c'est pas dit comme ça, en effet, c'est pas dit je fume ou je m'ozome parce que je suis mal, parce que j'ai que c'est pas dit comme ça. C'est plutôt au fur et à mesure de poser des questions, de pas ça se met mettre. Donnez le micro, je t'aime pas trop. Non, la question c'est comment tu te débrouilles. C'est comment tu te débrouilles. Parce qu'on se débrouille, on fait pas autre chose. Mais rends-lui le micro, j'ai écouté à elle. Malvina. Vas-y. Ça veut dire que ça veut dire que ça s'inscrit, je pense, un peu cerné puisqu'on est collègues. Travaille avec potentiellement le même public qui est au même endroit et ça s'inscrit dans un contexte aussi. C'est un parcours individuel, mais c'est aussi un contexte. C'est
c'est des problématiques qui sont tellement intriquées les unes avec les autres. On ne peut pas apporter une réponse et puis quand bien on pourrait appliquer quelque chose. Enfin, c'est un peu d'humilité aussi, mais c'est plutôt important d'analyser et de voir dans quoi ça s'inscrit et à quoi ça répond. Cette question de justement avoir une intervention normative, c'est des choses avec lesquelles on est en prise au quotidien justement, parce qu'il y a la question de la conso, il y a la question du trafic, il y a la question, il y a tout un tas de questions, de problématiques, mais pas que de problématiques, de questions avec lesquelles les gens sont justement en prise quand ils subissent justement tout ça. Enfin, on ne peut pas apporter une réponse. Voilà, je sais pas si je t'aide, mais... Ah ouais, moi je crois que là, Marie, on tient une piste. Moi je suis assez d'accord avec vous qu'en général, quand quelqu'un vient vous exposer son problème, je n'ai pas la solution. Et partir de ce principe-là, ça change quand même un peu notre position. Nous qui sommes justement dans des centres de soins d'experts, parfois les gens ils viennent en nous demandant une solution. Ils voudraient une solution. À partir du moment où on se dit qu'on n'a pas la solution, mais que eux, et ensemble, on va peut-être la co-construire, à ce moment-là, on change notre intention de soin, en tous les cas, puisque nous, on fait partie du soin, vous êtes plus sur le secteur de l'éducation, mais je pense qu'on change déjà, donc je crois que tu as une bonne piste. Alors, je te la vois un peu, cette piste. J'ai jamais eu l'occasion de te le dire, Elisabeth, il y a un peu des gens autour de nous. Non, mais quand j'ai commencé, du coup, je travaillais au club de prévention spécialisé du Mirail, et quand j'ai commencé, je t'ai orienté un jeune, et on a fait un premier entretien ensemble, et on est sorti de là, et tu m'as dit, il ne problématise pas autour de sa consommation. Et je crois qu'effectivement, c'est un peu le point de départ aussi de ce qui a nourri nos réflexions, c'est-à-dire que quand bien même, oui, je fume parce que je suis à tel endroit et qu'il faut que je fume pour tenir le coup et que machin et que je vais pas bien, pour autant, peut-être qu'il ne problématise pas autour de sa consommation, et c'est effectivement un bon point de départ pour imaginer une intervention, une action, un parcours d'accompagnement éducatif. Tous ces mots qu'on va mettre sur un peu ce qu'on fait avec ces gens. Merci Elisabeth, du coup. Et du coup, pourquoi pas leur proposer d'autres formes d'expérimentation, d'autres choses que... alors, je sais pas comment. Parce que, en fait, j'étais dérangée depuis le début, même dans la présentation de Martine, sur il faut souffrir, cette notion un peu judéo-chrétienne, là, il faut souffrir pour s'autoriser à un moment donné à accéder à ce bonheur inconditionnel et tout. Et à la fois, elle me fait bien aussi, mais en même temps, j'étais perturbée par ça, et je me dis plutôt, est-ce que c'est pas construire des possibles ailleurs, des expérimentations du vécu commun, du partage avec ces jeunes, pour qu'ils puissent aussi s'autoriser à expérimenter ce chemin de vie aussi, autrement, pourquoi pas, donc faire d'autres propositions. Et donc là, je pense à plein d'outils qu'on utilise, l'entretien individuel certes, mais le chantier éducatif, mais parfois aussi être juste là ensemble dans le rien. C'est bien aussi le rien, c'est chouette, vraiment. C'est vraiment chouette de se dégager plein de choses du rien. Faire plein d'autres possibles en fait. Même se laisser embarquer par leurs propres propositions à eux, ça peut être super chouette. Et voilà. Moi, je reçois beaucoup de patients, donc, depuis toujours, depuis 45 ans maintenant, en libéral ou maintenant en association. Et petit à petit, je parle de moins en moins de produits, de moins en moins de drogue, je parle surtout d'autre chose. Voilà. Et autre chose, c'est pas moi qui choisis les sujets, c'est eux. Voilà. Donc, je tourne autour du pot. Je ne m'occupe jamais de produits. Il y a beaucoup d'autres choses autour. C'est jamais en parlant de produits qu'on avance. La dictologie a fait une promesse qu'elle n'a pas pu tenir.
parce qu'on n'a pas des moyens, on n'a aucun moyen de soigner les gens. J'ai jamais guéri personne, et aucun addictologue n'a jamais guéri quelqu'un qui avait une addiction. Par contre, ce qui est heureux, c'est que 80% des addictions, plus de 80% des addictions, guérissent seules. L'évolution naturelle des addictions, c'est la rémission. 80% ne verront jamais un médecin. Bon, vous pouvez allumer vos portables, regarder sur copilote, si je ne dis pas des conneries. Je vous autorise à m'interpeller à partir de l'intelligence artificielle. Mais c'est ça la réalité. Donc on a inventé un truc qui s'appelle addictologie dans les années 2000, 99-2000, le certificat est daté de là à peu près. Mais si vous voulez, sur le plan scientifique, les neurosciences, c'est joli, mais ça ne sert à rien. Le modèle de dopamine, ça fait 12 ans qu'on dit qu'il faut arrêter avec ça, mais comme on n'a rien, on continue. Et sur le plan intellectuel, quand même, c'est une escroquerie. Parce que les addictions, ça s'appelait des passions autrefois. On a médicalisé les passions, mais on est toujours aussi couillon devant, quoi. Donc on a inventé une discipline qui n'est pas scientifique, qui est juste, voilà, on se débrouille comme on peut, c'est pour ça que je vais comment vous vous débrouillez. Mais par contre, c'est une formidable innovation sur le plan social. Ça fait venir délinquants, drogués, ivrognes, qui par la magie d'un mot se sont trouvés des malades, donc il y avait accès aux médecins et aux soins. Donc c'est bien, ils sont venus. Bon, l'addictologie n'existe pas, mais c'est bien d'y avoir pensé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les reçoit plus, le docteur ne reçoit plus de nouveaux patients, les exapas sont un peu saturés, etc. etc. Donc la situation est celle-là maintenant. Donc il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller, donc il faut répondre. Alors la grande réponse, c'est l'empathie. L'empathie. Moi, c'est un mot qui m'est extrêmement antipathique. Parce que l'empathie, c'est naturel. On est empathique forcément. On est entre humains, normalement. Voilà. Donc on est empathique. Moi, ce que je préfère, c'est le mot considération. Je le considère. Voilà. Et avec ses hauts, ses bas, et les biens et les siens. Voilà. Et le mot que je prononce le plus en consultation, c'est le mot con. Et ils sont d'accord. T'es con quand même. Là, j'ai pas de médicaments. Et con, je sais ce que c'est, j'en suis un autre, etc. On fait avec ça. Donc, on n'est plus dans le produit, on est dans le comportement. Voilà. Et à partir de là, on peut parler, et c'est toujours en parlant d'autre chose qu'on s'en sort. Voilà. La seule condition, c'est de ne pas faire la gueule, quoi. Parce que s'il rencontre un addictologue qui parle que de produits, qui en plus a une tête dramatique qui fait la gueule, et qui l'engueule en plus, là, le type, il s'enfuit, il a raison. Voilà. Donc, il faut les laisser guérir, ils s'en sortent seuls de toute manière. Le problème, c'est que c'est souvent un peu long, quoi. Et puis ils en sortent, voilà. Et ils s'en sortent forcément. Les seuls produits, plus le produit est violent, plus le produit est difficile d'accès, plus on s'en sort vite. L'alcool, le tabac, le cannabis, ça peut durer longtemps. Mais c'est des drogues pour retraités. Ils sont passés des alcools forts à la bière un petit peu, etc. En fait, ils sont guéris, mais ils ne le savent pas. Il faut leur dire, vous êtes guéris depuis longtemps, mon vieux. Vous prenez des trucs, mais vous êtes un peu dépendant, mais bon, on s'en fout. Vous êtes dépendant aussi de votre pantalon. Ou de votre... voilà. Mais vous ne courez plus après voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire. Donc avec ça, on parle vrai, on ne parle pas de produits, on parle d'autre chose. On est sympathique, on est de bonne humeur, on fait alliance. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est alliance. Il a quelqu'un à qui parler, avec qui il n'est pas en difficulté ou qui parle le langage. Voilà, moi ça fait 40 ans que je fais rien que ça. Je fais rien. Rien. J'ai mis longtemps à apprendre ça. Donc, je voyais travailler mon père, moi, je sortais des formations hospitalières qui sont... j'étais au CHU, j'étais dans les services de chirurgie, de pédiatrie, d'urgence, des trucs, etc. Et puis je vais voir mon père travailler. Et mon père était médecin.
vieux médecin, et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais tu fais rien. Il dit, oui, mais de quelle manière? Donc voilà, donc il faut avoir la manière de parler aux gens. La question du bonheur, c'est pas un droit, le bonheur. Non, c'est pas un droit, mais c'est... Alors comment avancer sur cette question de façon scientifique un peu? Et oui, oui, bonheur, question, comment on règle la question scientifiquement? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui peut en parler avec compétence? Qui peut en parler avec compétence, ici, ailleurs? Les psychiatres, les psychologues, les écrivains, les artistes, les musiciens, les philosophes, les anthropologues, les gens heureux. Qui est compétent? Qui est compétent? Eh bien, moi, j'ai trouvé qui est compétent. Je peux vous le dire. Elle pensait qu'on était compétent pour soi-même. Oui, compétent pour soi-même. C'est pas mal, déjà. Ouais. Alors, c'est qui? Il faudrait que l'humanité entière parle d'une seule voix et nous dise « voilà ce que je veux ». Et l'humanité entière l'a fait. L'humanité entière l'a fait. Sur 4000 ans, des milliards de personnes ont dit « voilà ce que je veux ». J'ai eu le bonheur, et la première chose que j'ai fait, je me suis enfui. Ça s'appelait le paradis, et c'est Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire. Donc ça fait 4000 ans qu'elle circule, et vous la connaissez. Ça veut dire qu'elle a... Vous l'avez repris. Ça veut dire qu'elle a évoqué quelque chose en vous. Elle a évoqué quelque chose en vous de vrai sur vos émotions. Les êtres humains ont inventé une histoire vraie qui dit que le bonheur, on s'emmerde. L'humanité n'existerait pas si elle n'avait pas bouffé la pomme. Et ce n'est pas le péché. Le péché, c'est une invention chrétienne, le péché originel, ça n'existe pas. Le mot péché dans la Bible est prononcé à la 2e page quand à Caïn tue Abel. Ça, c'est le péché. La pomme, c'est le coup d'envoi qui permet que tout commence. C'est la transgression. Ça arrive par transgression. L'espèce humaine se met à exister parce qu'elle a fait une transgression. Qu'elle n'assume pas bien, puisqu'il se cache. Ils ont dû dire, la pomme, j'ai bouffé, tu m'emmerdes, vieux con. Réaction normale. Mais, bon, il n'a pas osé. Donc, le bonheur, après, il arrive, il n'est pas souhaitable. Ça. Les Grecs, d'ailleurs, disaient, trop de bonheur, les dieux n'aiment pas que l'homme soit heureux trop longtemps. C'est pas bon pour sa santé. D'ailleurs, ils ont passé un temps fou à emmerder Ulysse. Vous avez vu, Ulysse, il n'en pouvait plus, quoi. Mais de temps en temps, il était bien. Donc, le bonheur, c'est au passage, de temps en temps, ce n'est pas un état permanent parce qu'il n'est pas compatible avec la vie. Trop de bonheur, non. Trop de bonheur nuit. Il faut un peu de tout. Comme sur les guitares, il y a des cordes aiguës, des cordes moyennes, des cordes graves. On fait de la bonne musique. Mais heureux, on ne fait pas de la bonne musique. Donc, le bonheur au passage, le bonheur cadeau, le bonheur de temps en temps, mais pas le bonheur tout le temps. Pas bon. C'est le docteur qui vous le dit. Voilà, donc moi j'aime bien l'histoire des mythes parce que les mythes disent quelque chose de vrai dans la mesure où on se les répète. Et pendant 4000 ans, on a eu Adam et Ève, et 2000 ans de bouche à oreille. Ça veut dire que le mec, ah ouais, c'est bon ce que tu dis là. Et je veux dire, on se répète, et puis ça arrive là. Ça, je ne sais pas, depuis 4000 et quelques années. On a écrit la Bible qu'il y a 2000 ans, ou il y a 500 ans, avec Gutenberg et compagnie, on a commencé le premier truc d'édition. Voilà.
Donc, mais la question, c'est comment on se débrouille chaque fois, avec une question. Parce que je veux bien l'écoute, le truc, le machin, etc. Mais aussi, il faut réagir. Il faut dire des choses, des conneries. Dites des conneries. Mais répondre, éducateur. C'est pas juste récepteur. C'est pas récepteur patient qui attend que ça bouge. C'est sûr qu'il va guérir, mais qu'il rencontre au moins des obstacles, des paroles, des... Voilà. Si vous... je reprends quand vous parliez, j'essaye de me remettre sur différentes situations, personnes, états, parce que tout est différent. Et en effet, on ne fait pas que écouter, heureusement, parce que sinon, et moi, à chaque fois, ce qui me vient, alors là, c'est personnel, c'est de... Voilà, qui parle, c'est pas... c'est surtout, à chaque fois, ce qui me vient, c'est la situation de subir et d'agir. En face. La personne avec qui on échange, donc le jeune, c'est toujours quand on a cet échange-là donc sur des sujets petit à petit, hein, ça va arriver, c'est sur, à un moment donné, qu'est-ce qui est du subi ou de l'agi, c'est pareil, hein, c'est pas dit comme ça. Et à quel moment, en fait, il est acteur, et ça revient un peu en périphérie, quand c'est... il y a des fois où je dis, putain, on a eu un entretien, machin, mais c'est comme si c'était un fantôme de sa vie. Il survit, il ne vit pas, il n'est pas dans l'existence, il n'est pas acteur, il ne ressent pas. C'est tout ça mélangé, et c'est vrai que là, moi, c'est des ressentis que j'ai sur différentes situations qui sont très hétérogènes, très différents profils. Mais à chaque fois dans des choses où à un moment donné il y a l'addiction, qui n'est pas forcément parlé, hein, mais il y a du sommeil, de la dépression, sur la santé mentale. À un moment donné, on se dit, mais est-ce que le subir et l'agir, je ne sais pas comment expliquer dans sa vie. Et où il en est de ça, parce qu'à la limite, si on est ok, c'est qu'on voit que ça pêche, quoi. C'est que ça a pas l'air, l'État n'a pas l'air de te satisfaire. Alors, c'est pas dit, hein, c'est là tout ce que je vous dis, c'est pas du verbalisé comme ça, et ça peut être une interprétation de ma part aussi. Mais en tout cas, moi, des fois, souvent, c'est cette impuissance, du coup, à dire, putain, de toute façon, c'est pas ma vie. Donc, c'est comment faire parce que aussi, pourquoi on les voit et qu'on les accompagne, c'est qu'il y a une demande, quand même, soit une demande première, ou pas, mais en fait, il y a un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose pour accompagner, sinon ça, je veux dire, c'est ta vie, fais ma vie, on n'est pas mandaté, on n'est pas... Je ne sais pas si vous voyez sur nos missions, en fait... Alors, il faut faire un diagnostic de la situation. Alors, il y en a, il faut les secouer, il y en a, il faut les provoquer, il y en a, il faut les accompagner, il y en a de tout. Et il y en a qui sont en survie. Alors, il y en a qui se servent de l'institution, de l'association, comme hôpital de jour. C'est eux qui se servent comme ça. On n'est pas hôpital de jour, Martine. Mais il y en a qui arrivent, c'est juste, ils arrivent comme ça, là, ils sont comme ça. Les drogues, ils sont en manque, les trucs, ils sont battus, ils ont un truc, ils ont perdu du machin, ils sont seuls, ils sont dans la rue, et affreux, quoi. Et ils passent à la porte, et café, truc, on leur demande rien, il fait chaud, ils peuvent s'asseoir, recharger le portable, parce qu'ils sont dans la merde, mais ils ont le portable. Ils ont toujours un portable, quand même. Et voilà. Donc là, donc la question, c'est le diagnostic, oui, là, mais si vous secouez quelqu'un qui ne peut pas, là, si vous aidez pas quelqu'un qui n'en peut plus, voilà. Donc, l'objectif, il fonctionne de la situation. Mais c'est chaque fois différent. C'est chaque fois différent, très différent.
Et bon, on invente. Et puis, l'avantage, c'est qu'on n'a pas qu'un coup, on a plusieurs coups, quoi. Ça m'étonne qu'à moitié, quoi. Alors après, là, je réfléchis avec vous et je me dis que c'est compliqué parce qu'on ne parle pas de la même classe. Pour moi, les jeunes que je vois au SAPA qui viennent parce que amenés par les parents, parce que contraints par la justice, parce que tout un tas de choses ne sont pas forcément les mêmes que j'ai rencontrés. Rapproche. Et je me dis que un jeune à la base, il n'a pas trop de problèmes en général. C'est plutôt nous qui avons des problèmes pour lui. Et que du coup, à partir de ce principe-là, c'est compliqué de s'entendre parce qu'on lui renvoie que toutes les solutions qu'il aurait trouvées pour essayer d'aller bien sont des problèmes pour nous. Et c'est vrai que là, c'est compliqué de travailler dans ce cadre-là. Donc bien souvent, je me dis quelle serait la bonne raison pour qu'il décide, qu'il accepte de lâcher et de faire un bout de chemin avec lui, avec des outils qu'on pourrait lui proposer éventuellement. Donc voilà, moi je situe un peu plus la question qui pourrait être la nôtre à ce niveau-là. Même si on ne parle pas forcément des mêmes jeunes, en fait, les jeunes nous utiles parce que on a des problèmes avec eux, et eux, ils en ont pas. Alors, un peu, sauf si quelqu'un avait une question ou un commentaire. Non, mais pour faire un petit peu écho à ce que tu dis, Valérie, et parce que j'ai la chance comme ça de pouvoir être dans ces différentes ambiances que sont de travailler dans un quartier ou dans un centre de soins, effectivement, c'est cette question de la demande et de l'intention que peuvent avoir n'importe quel individu par rapport à sa situation qui va modifier la proposition. Le problème, d'abord, ça serait notre propre impuissance face à ce que nous, on estimerait être un chemin compliqué ou une situation qui les mettrait à mal. Or, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision parce que bien sûr que nous les adultes on peut porter ce regard et estimer qu'il y a un problème là quelque part. La situation dans les quartiers elle est quand même un peu particulière. On a des conditions en fait pour grandir qui ne sont pas n'importe lesquels et qui mettent en jeu, je crois, sans dire de gros mots d'ailleurs, des éléments particuliers que sont une exposition précoce au trafic, à la consommation de substances, des univers assez sobres, voire assez secs, puisque l'architecture est quand même assez dure et bétonnée. Il y a peu de lieux justement, tu parlais à un moment donné ayant d'autres propositions, d'expérimenter du lien dans d'autres contextes, dans ces lieux-là, c'est assez pauvre de ce côté-là. Il y a peu de lieux sociaux, justement, pour expérimenter autre chose. Enfin, ça donne une condition, et puis une question de l'argent aussi, je crois, qui domine pas mal les échanges qu'on peut avoir avec les jeunes. Moi, j'interviens actuellement surtout à la Faourette, et il ne se passe pas un entretien sans qu'on me renvoie sur cette question de l'argent. J'ai l'impression que ce signifiant est un gros mot qui prend énormément de place, et justement, je fais le lien avec la question du bonheur, parce que souvent, dans les maximes populaires, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe. Donc, je pense que ça donne, c'est des différences aussi dans nos positions et dans nos contextes aussi. Voilà, je crois, mais.
C'est peut-être aussi un peu parce que, de cette différence que tu as amenée, j'ai essayé de renvoyer vers les collègues qui sont sur le terrain, plus pour parler de ce qui est leur quotidien. Ouais. Oui, mais on a aussi du commun et je pense qu'on a essayé aussi de repérer des éléments du commun dans l'accompagnement ou dans le non-accompagnement, justement, comme le propose le docteur Barsoli, dans une présence, en tous les cas, dans une présence auprès de ces publics. Oui. Attends. Oui. Je pense que c'est la question de ce commun qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Le bonheur comme le commun, c'est l'absolu. Je veux dire, on voudrait faire commun comme on voudrait faire du bonheur, mais effectivement, la problématique qu'on a, c'est qu'on en arrive à créer du silence, quoi. Parce que la complexité, elle est là aussi. C'est là que c'est difficile pour nous de se rencontrer sur ces absolus. Mais je persiste à dire que quand même de là où on agit, la question de ces jeunes, que ce soit des quartiers, à 15-16 ans, la question de l'argent, c'est sûr qu'elle est là, la question de l'argent. Mais elle est là pour tout le monde. Après, chacun s'en procure comme il le peut, de là où il agit lui aussi. On est d'accord là-dessus. Certes, pas de la même façon dans un quartier que dans une famille lambda en ville. Mais les jeunes, quand ils se rencontrent, qu'ils viennent des quartiers ou pas, pour la plupart, j'en connais pas mal, ils se débrouillent très bien entre eux. Je veux dire, ils prennent du plaisir entre eux aussi. Alors certes, à travers des produits, en ce moment, ça s'arrange, mais les jeunes, ils fonctionnent très bien entre eux. C'est quand ils nous rencontrent que ça peut se compliquer éventuellement. Pas toujours, heureusement. Donc voilà, dans l'absolu. Le meilleur facteur prédictif d'une amélioration, voire d'une guérison, etc., qui fait consensus, c'est l'alliance. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'alliance? Démerdez-vous. L'alliance, c'est qu'on se comprend, qu'on est là, qu'on est possible. Qu'on est possible. Voilà. Tout le reste, c'est de l'agitation, c'est de faire joli pour jouer au docteur, pour jouer à l'infirmière, pour jouer au drogué. Voilà. Mais l'alliance, voilà. Donc ça pose la question de l'objectif du professionnel. Ça pose aussi la question de... Je trouve que ça pose aussi cette... Oui, c'est l'objectif professionnel, ça c'est ce qui nous interroge à nous personnellement. Mais non, c'est professionnel. Parce que la question que ça pose aussi, c'est l'objectif des structures qui nous embauchent aussi et le résultat qu'on attend de nous. Parce que moi, ça fait pas très longtemps que je fais ce travail. Vas-y, recommence parce que... Ça va être compliqué là. Je disais... Sur l'alliance, tu veux voilà. Donc, c'était pas sur l'alliance, c'était sur l'objectif. Voilà. Donc, c'est sûr que nous, quelque part, inconsciemment ou consciemment, on arrive avec un objectif. Ça, c'est notre individualité propre. Avec ce qu'on, en tant que moi, je suis soignante, je suis infirmière, donc on arrive avec je vais sauver le monde, mais là, c'est pas bon pour sa santé. On a toutes ces projections, toutes ces choses-là qu'il faut qu'on aille voir. Mais je trouve que ce qui, aujourd'hui, ce qui questionne, c'est ce qu'on attend de nous dans les structures dans lesquelles on travaille. Qu'est-ce que la société attend de nous, des médico-sociaux, sur les problématiques ou non de consommation de drogue, etc., etc. Moi, ça m'interroge beaucoup. Ça fait pas longtemps que je fais ce métier. Au début, je me suis dit, ouais, c'est super, j'ai de la phyto, je vais sauver les gens. Bon, heureusement, j'ai une équipe qui travaille depuis bien plus longtemps dans ce genre de lieu-là et qui connaît un peu mieux que moi la population. Et il a fallu que je réalise qu'en fait, j'allais rien faire. C'est eux, en fait, qui m'amènent dans leurs histoires et c'est eux qui me... Voilà, oui, je leur dis des fois, vous me faites chier, ouais, c'est toujours dans l'urgence qu'il faut que je me soigne, voilà. Mais effectivement, c'est que de l'alliance et à un moment donné, je sers à quoi? En fait, je sers à quoi? Parce qu'effectivement, ça fait 2 ans et j'en ai sorti aucun, ni de la drogue, ni de l'alcool, ni de tout ce qu'ils consomment. En fait, c'est juste, je suis là. Mais on a des structures, en tout cas, on a des gens au-dessus qui nous disent, mais en fait, peut-être ça ne suffit pas d'être là. En fait, c'est quoi les résultats? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été chez le médecin? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été... Voilà,
c'est ça aussi, c'est qu'on a une espèce de pression de résultat à quelque chose. Alors que moi, je me rends compte que le résultat, c'est juste qu'en fait, ils continuent à venir quand ils ont un logo ou un truc comme ça, et qu'il y a le lien qui s'est fait, ou qu'ils viennent nous faire des papiers parce que voilà, il y a une unification sociale, voir l'éducatrice, il y a un repère, et en fait, là, ils peuvent être ce qu'ils sont, sans qu'il y ait quelques jugements ou quoi que ce soit. Mais moi, ce qui me pose questionnement aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on attend en fait de nous dans le résultat. C'est quoi un résultat en fait? Alors, non, c'est pas ça la question. C'est pas tout à fait ça la question. C'est pas tout à fait ça. Puisque votre problème, comme vous êtes compétente pour le bonheur, personnellement, pour votre bonheur, là, la question de l'institution, le patient, vos rêves, etc., la question, c'est là que vous avez le choix, c'est la question du style. On se soumet, ou on râle, ou on est frustré, ou on choisit son style. On a vu ce que c'était et on fait son boulot, alliance avec le patient, voilà. Et on est libre. Et ce n'est pas un compromis, c'est une prise de pouvoir sur la situation. Vous êtes un état de puissance au sens nietzschéen du terme. Aristocrate puissant au-dessus de la mêlée. Vous n'êtes pas ratatiner un compromis, en train de râler, d'être frustré par patati patata. Donc ça, chacun, il doit le faire. Se situer. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, c'est un double... Le taux de suicide dans le médico-social, il est double de la profession de la population générale. Parce qu'ils sont dans une situation compliquée. Et ils ont des objectifs, chacun rêve. Je voudrais faire selon mes valeurs, selon mon ambition, selon l'idée que je me fais utopique. C'est beau, c'est grand, c'est merveilleux, et puis j'ai les pieds dans la merde. Voilà. Alors je ne vais pas râler toute ma vie, je ne vais pas pester toute ma vie, je ne vais pas me soumettre toute ma vie, je ne vais pas... Voilà. J'ai le choix du style. Et chacun trouve son style. Voilà. Sinon, ça devient très difficile. Dans le rapport au travail, c'est ça qui est important. Voilà. Les gens veulent la retraite très tôt, des congés, des trucs, des RTT, on souffre au travail, la souffrance au travail. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Attends, j'ai fait l'expérience. En France, il y a entre 16 millions et 21 millions de bénévoles. C'est-à-dire des gens qui travaillent sans salaire. Donc les autres, ceux qui ne supportent pas le travail, en fait, c'est le salaire. Non, les bénévoles, ils ont choisi. Ils ont choisi. Et c'est des gens qui travaillent, qui ont au moins une fois par semaine une activité bénévole. Mais ils ont choisi, ils sont libres, ils se rallient, ils travaillent. Donc qu'est-ce qui se passe avec les autres qui souffrent au travail, alors qu'ils sont payés? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe particulièrement dans les professions médico-sociales? Il y a un truc qui va pas avec le travail. Je suis spécialiste des arrêts de travail. Pendant 40 ans, j'ai fait des arrêts de travail. À Toulouse, j'ai choisi tous les gens de France Télécom. Les gens de France Télécom, l'entreprise a changé. Ils sont passés à France, ou je ne sais pas quoi, à Téléperformance, ouais. Alors, il y avait ceux qui... Ça fait 10 ans que je travaille là, je suis un employé, patati, jamais j'étais absent, etc. Ils me foutent dehors. L'autre, voilà. Ils étaient tous perdus. Ils en faisaient l'affaire personnelle. Ils n'avaient pas compris que c'était l'entreprise qui changeait et qu'on ne les connaissait pas. Alors moi, je faisais un travail, je donnais 3 mois d'emblée, je disais, ne m'en parlez plus, ne faites pas d'affaires personnelles, vous sous-traitez au prud'homme, et puis je vous donne 3 mois d'arrêt de travail, et ça vous posez la question. Au bout de 3 mois, on parlera, parce que... Il y a ceux qui voulaient faire reconnaître leurs droits, et ceux-là, ils tombaient malades. Il y avait ceux qui cherchaient, que je n'ai pas vus, qui se retrouvaient à notre travail.
Et puis il y a ceux à qui je fais des arrêts de travail pour qu'ils cherchent autre chose à condition qu'ils n'en parlent plus. Voilà. Donc la question du rapport au travail dans le médico-social est très importante. Très 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 importante parce que voilà. Ils se suicident encore plus que la police. Parce que les policiers se suicidaient beaucoup, mais le jour où on leur a dit la police tue, vous êtes des salauds, etc., le corps s'est ressaisi, ils se sont moins suicidés. Tandis qu'avec le Covid, on a dit aux soignants. Quoi? Quoi? Les agriculteurs sont gagnés par rapport à la médico-social, non, les femmes agriculteurs de Bretagne qui buvaient, elles se suicidaient 10 fois plus que tout le monde. Et les moins, c'est les instits et les curés. Ça a changé maintenant avec les enseignants parce qu'on les suicide. Et. Attends un peu plus avec. Juste, si je peux dire un truc, je me dis. Tu voulais. Vas-y. Juste, j'avais envie de vous proposer une petite pause, peut-être. Hein? Et puis, vous revenez dans 10 minutes. Vous revenez dans 10 minutes et vous vous remettez au boulot.